on a vu le départ, là en bleu, les dimensions, les motivations au départ, mais il y a tout un autre, dans cette complexité du départ, toute une autre dimension, une dimension plus sociologique. Voilà, là aussi, qui est à la fois la prise en compte du tissu social réel, les amis, les frères, les sœurs, virtuels et imaginaires, l'imaginaire de la Houma. Les trois où désormais se juxtaposent. La dimension imaginaire de la Houma a toujours été présente dans l'islam. La dimension réelle, c'est les communautés musulmanes concrètes. Aujourd'hui, c'est cette dimension virtuelle qui est, je dirais, le réel, une composante du réel actuel. Mais alors, il y a aussi, et là, j'y pense souvent quand j'entends parler du processus de déradicalisation, le rôle de figure de référence. Là aussi, on les réduit à ceux qui endoctrinent ces jeunes. Eh oui, mais les endoctriner, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Il y a des figures de référence, et d'abord les figures de référence du classique, historique, la figure du prophète, la figure de ses compagnons, la figure aussi des valeureux combattants historiques, qu'on connaît dans la logique du combat, les figures des martyrs actuels, des jeunes qui meurent au combat et qui deviennent à leur tour de martyrs. Mais alors, cette figure de leader, la figure de leader, moi je trouve que, évidemment, je n'ai pas interviewé des leaders, j'en ai connu quelques-uns de leaders dans le monde musulman, qui est celui qui est objet de mes recherches, j'en ai connu quelques-uns. Et il faut dire que si on veut faire du contre-leadership par rapport à ces leaders, alors il faudrait sacrément se retrousser les manches. Et il faudra que les musulmans, les leaders musulmans aujourd'hui, s'ils veulent, je dirais, contrecarrer la force charismatique de ces leaders-là, eh bien, il faudra s'y mettre. Parce que ce sont des leaders que, pour être tels, alors on peut dire qu'ils sont des manipulateurs, on peut prendre cet angle-là de vue, hein, de dire qu'ils manipulent ces jeunes, ils les mettent sous la contrainte. Mais moi, j'ai envie de dire, mais s'ils ont un tel succès, quand même, c'est quand même, pour les quelques-uns que j'ai connus, c'est quand même des personnes qui payaient de leur vie. Hein, donc c'est des gens qui, ou bien que s'ils, par hasard, ils jouaient le double jeu, qui n'étaient que des leaders en apparence, vite ils étaient débusqués. Donc c'est des leaders forts au point de vue de la personnalité. Donc ce ne sont pas simplement des administrateurs bureaucrates je dirais, de l'enthousiasme, ils sont forts, quoi. L'autre chose, ils doivent être crédibles. Crédibles pas par leur personnalité, crédibles aussi par les discours, parce que alors ces leaders sont capables de tenir aux jeunes ici, aux jeunes dans la situation ici, quand éventuellement ils les convainquent, ou dans la situation là-bas, qui n'est pas une situation tout rose, difficile, de dire le sens de la raison d'être là. Or, c'est un grand défi, par exemple, à la pensée et au discours musulman contemporain, de parvenir non pas seulement à dire des dogmes, à réciter des versets ou à dire des choses, mais à dire quel est le sens, qu'il y a une dimension tragique dans cette recherche, quel est le sens pour des jeunes musulmans d'être ici aujourd'hui. Et aussi pour des enseignants, capables de dire quel est le sens. Parce que, à tort ou à raison, de manière détournée, de manière terrible aussi, parce qu'ils les amènent à la mort, le problème c'est que ces leaders ont la force de dire un sens à ces jeunes de quelque chose. Comme souvent, ces leaders charismatiques qui dévient et qui... Donc, on pourrait approfondir, j'ai essayé d'aller plus dans les détails dans cette sociologie d'un leadership fort. Ce n'est pas ici le moment, simplement pour dire l'interpellation que cela pose au monde de l'éducation en général, parmi les leaders ou les responsables musulmans, ou même dans l'enseignement en général. Et donc, encore une fois, pas de réductivisme pour liquider ces leaders aux simples endoctrineurs comme ça, manipulateurs, sectaires faciles, quoi. Non, c'est beaucoup plus complexe, me semble-t-il. À partir de là, il y a ce cheminement qui les amène par des actes. Il y a tout aussi, on a réussi déjà à établir les cheminements pratiques par lesquels on amène progressivement
ces jeunes à l'engagement. Parce qu'une chose, c'est l'engagement théorique. Il y a déjà un engagement pratique au départ, et puis il y a un engagement pratique dans les armes, qui aboutit alors à cette injonction morale et à la nécessité d'agir, parfois nourrie de haine, avec cette distinction que j'ai trouvée chez une philosophe qui a travaillé sur les événements en ex-Yougoslavie, cette distinction entre la haine politique, donc nourrie de haine parfois, de la haine politique et la haine à l'égard d'un groupe, et ce qu'elle appelle une haine tragique, la haine qui s'adresse à toute personne appartenant à un groupe. Ce n'est pas le groupe qui est haï, le groupe collectivement, mais c'est toute personne qui appartient. Et c'est cette distinction qu'elle fait dans ce processus un peu de l'horreur qui est là. Et enfin, tout ce processus est traversé par autant de dimensions cognitives et émotionnelles. Encore une fois, pour réagir devant simplement l'idée que ce sont des jeunes ou des personnes qui ont reçu une piqûre de radicalisme et ils y vont avec leur piqûre. Non, il y a des raisons. Comme aurait dit Boudon, ils ont des bonnes raisons pour. Ils se sont donné des bonnes raisons pour. Donc on est dans un processus de rationalité ou de rationalisation, mais certainement il y a une raison d'être, et il y a une raison d'être d'agir. Et là, il y a toute l'interpellation aussi, et tout le regard sérieux, chose que des analystes ne font pas, apporté au discours, aux sémantiques en vigueur à l'intérieur du monde musulman, que ce soit dans l'univers radical et peut-être dans un univers plus autour. Cette distinction radicale entre croyants et infidèles et koufars, cette distinction radicale qui est venue entre alliance et haine, amour et haine. Je combats avec toute une terminologie classique ou résumée du passé de la sémantique musulmane et réactualisée dans des discours, dans des enseignements, et parfois dans des enseignements même ordinaires, qui développent cela. Cette idée de dire il faut aimer ceux qui sont dans la voie de Dieu, faire alliance avec eux, il faut haïr tous les autres. Il faut désavouer tous les autres. Ce monde en blanc et noir qui se construit, encore une fois, ce monde en blanc et noir ne vient pas de nulle part, il se construit intellectuellement. Et ça, ce sont des textes qu'on trouve dans le web, qui sont traduits, parfois véhiculés même dans un monde musulman de deuxième siècle, qui ne veut pas être radical, mais quelque part, il véhicule ce type de message. Le djihad et aujourd'hui tous les discours sur la hijra. Hijra, c'est la mémoire de l'exil du prophète qui, persécuté à la Mecque, quitte la Mecque et va vers Médine et va vers ailleurs. Aujourd'hui, le discours sur la hijra est théorisé, la nécessité de partir. Voilà alors tout un discours qui vient. Voilà ces Français ou ces Belges qui nous empêchent de partir, de faire notre hijra alors que c'est notre devoir. Donc ce que nous considérons comme une prévention de ces jeunes, en effet, il devient dans leur esprit une sorte de... Voilà, on nous empêche encore une fois, on nous brime, on nous empêche de partir, quoi. On nous empêche d'y aller. Parce que le discours, et encore une fois, cette idée ne vient pas de nulle part, c'est qu'elle s'alimente dans des enseignements, s'alimente dans... Donc je veux dire que si, notamment du côté musulman, et j'espère que ça viendra de manière vigoureuse, on veut alimenter ce qu'on appelait des contre-discours ou bien une autre, mais alors il faudra aller au cœur de ces sémantiques, au cœur de cette pensée qui s'est construite de la sorte, pour vraiment montrer à ces jeunes que, voilà, alors il faudra voir que ce que les musulmans veulent expliquer à ces jeunes en fonction de cela. Voilà, conditions... Oui, tout ceci, évidemment, a certaines conditions d'efficacité qui est celle de tous les langages orthodoxes, c'est-à-dire d'une réduction du vocabulaire. En effet, ces textes se ressemblent beaucoup, sont très semblables, mais justement, ils deviennent forts parce qu'ils sont très semblables et donc de l'ordre de la répétition. Donc ça, c'est la construction d'un univers de sens dans la raison. Mais il y a aussi une construction d'un univers de sens par l'émotion. Et là, le rôle de Facebook et de YouTube et de tous les outils, Twitter, devient central. Pourquoi? Parce qu'ils ne véhiculent pas seulement des paroles,
mais ils véhiculent des images et du son. On est là devant des univers totaux de culturalisation, de socialisation. Et parfois je ne passe pas beaucoup de temps, aussi parce que mon épouse ne veut pas, elle a peur que je parte au djihad, mais quand même, je passe quand même assez bien de temps à tenter de comprendre, de regarder ces choses. Et parfois, ils sont tellement bien faits, tellement prenants, au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau de la parole, qu'on comprend comment, du point de vue émotionnel, des jeunes qui sont dans ce jeu-là, puissent y aller. D'autant plus que les jeunes musulmans sont comme tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils ne sont pas leur identité, c'est-à-dire deux choses au moins, leur identité aujourd'hui se construisent non pas seulement par les groupes de pairs, qui était la vieille sociologie de l'adolescence, les groupes de pairs qui construisent, mais aujourd'hui ils se construisent par des groupes de pairs, donc d'égaux, de co-adolescents sur Facebook. Facebook devient un instrument de construction d'une identité sociale. Et donc, ils s'immergent dans cela. Et parce que ces jeunes ne vont pas seulement plus sur Internet, comme moi je vais sur Internet, eux sont dans Internet. Internet est une composante de leur socialisation et de leur identité. Et alors, ces discours qui se propagent, et là deviennent des instruments puissants. Ce qui aboutit, voilà ce que j'ai dit, juste pour une boutade. Vous savez que la Kalachnikov a été inventée par le général Kalachnikov. Et alors, Mr. Zuckerberg, l'inventeur ou le patron de Facebook, devient l'allié de Kalachnikov dans ce processus. Parce qu'on est devant des instruments technologiques de mort l'un et l'autre de socialisation. Voilà. Alors, je dépasse déjà encore 3 minutes. Encore 3 minutes, j'arrive à la fin. Alors, une dernière réflexion sur ce départ. Nous avons parlé de ce noyau qui part, qui quitte. Mais il faut aussi savoir, et alors là c'est une sociologie qui serait à faire encore, mais ici c'est une première approximative, que ces jeunes, encore une fois, ne sont pas seuls. Autour d'eux, il y a des agitateurs que j'appelle velléitaires, un peu du style « armons-nous et partez ». Armons-nous, partez au combat. Armons-nous. Donc des gens qui agitent comme ça, des gens qui agitent et qui montrent, j'en connais l'un ou l'autre, qui tiennent des propos radicaux, qui quelque part poussent derrière à dire que c'est inévitable de partir, mais qu'eux ne partent pas, mais quand même. Alors, des gens qui alors adhèrent sincèrement, qui ne poussent pas les autres, mais qui n'osent pas franchir le pas. Et là, ça serait intéressant de faire un travail avec ces jeunes qui sont là au seuil d'eux. Et alors, ce qui peut être inquiétant ou important à voir dans le milieu scolaire, ce que j'appellerais les butineurs d'émotions et de fragments de sens. Ces jeunes qui butinent comme ça des éléments de ces discours, qu'ils les restituent en classe éventuellement, et peut-être auxquels nous ne savons pas répondre, ou les élèves ou les professeurs ne savent pas répondre, ou qui ont des fragments d'émotions en voyant ces causes qui sont là. Voilà.